Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Alors aujourd'hui on revient en France avec une thématique qui va certes vous intéresser. Le PSG est-il le plus grand club français ? Est-ce qu'il y a encore un débat aujourd'hui ? Pour en discuter aujourd'hui, trois amis qui sont là. Tariq Benbou, bonjour. Bonjour Nabil, grand débat, grande question et ça va être, je pense, vachement intéressant. Je crois que c'est une thématique, t'as levé la main pour venir. On va chacun amener nos arguments. Après, je pense que je vais être assez objectif, mais voilà, on verra. Je vais pas tout de suite griller mes balles, mes cartes. Non, c'est très beau. Avec nous, Franck Mayungou. Franck, comment vas-tu ? Ça va. Et toi, Nabil ? Ça va. Juste dans un souci d'équité, on va rappeler que nos deux amis, Tariq et Franck, sont des grands supporters de l'Olympique de Marseille, club désormais au second, voire au troisième rang des clubs français. Troisième rang, arrête-toi. En tout cas, on s'y connaît en termes de grandeur, nous. Mais bon, on va en parler un peu plus tard. Alors, les amis, comment vous allez ? Bah écoute, ça va. Enfin, ça va. La semaine un peu compliqué là. Au moment où on enregistre, Marseille vient de perdre. On va dire lamentablement, mais c'est tiré une balle dans le pied pour perdre. En fait, on perd le match tout seul. Hein. C'est pas Sporting qui gagne le match. Hein. C'est nous, on leur donne. Donc, un peu de frustration parce que le calendrier derrière, là, on joue l'Atalanta. Après, on joue Liverpool. Non, Liverpool aussi. Liverpool, c'est en le 8e match. Ouais. Mais il va falloir prendre des points. Là, faut au moins 3 victoires là encore. Il reste 6 matchs. Un match sur 2 qu'il faut gagner. On va dans les 24. Donc bon, écoute. Mais bon, déjà demain à Lens, faudra se rattraper. C'est vrai que match important pour truster la première place encore. Ouais, putain, et franchement, ça faisait quoi 10 ans apparemment qu'on n'était pas premier. Et depuis 2015, c'est ça, depuis Bielsa. Ouais, absolument. Champion d'automne avec Bielsa. On est champion. D'ailleurs, on va en reparler là. Et avec nous, Omar Stour. Omar, représentant d'un club d'Europa League, représentant d'un club qui est déclassé aujourd'hui. Omar, comment vas-tu ? Salut les gars, écoutez, je vais très bien, très content de pouvoir participer à ce débat qui me tient à cœur. Et on va essayer également d'être le plus objectif possible pour défendre ou attaquer le PSG. Rendez-vous dans quelques instants pour découvrir tout ça. C'est vrai, et Omar participe aujourd'hui à distance. On a évolué. Aujourd'hui, il est à Nantes. Nous ne sommes pas sectaires. Nous accueillons les gens qui ne sont pas poitevins. Comme quoi. Et j'aurais pu parler, si on était 25 ans auparavant, est-ce que Nantes est le plus grand club de France ? Peut-être ça aurait pu, mais même pas. En termes de déclassement, on se pose là aussi. C'est que Pascal Pro est passé par là. Exactement. El Facho. Évitons de mentionner ce triste personnage. C'est vrai. Alors Omar, au niveau de ce week-end de sport, comment tu te positionnes ? Un petit classico ce week-end, Real-Barça ? Énorme week-end. Déjà, on a évidemment le classico dimanche avec un Barça qui va arriver décimé. Je ne sais pas quel est l'état du Real, mais je crois que c'est pas non plus la grande folie. Et surtout, il y a la 21e manche du championnat du monde de Formule 1. Rendez-vous à Mexico dimanche à 21h parce que là, ça commence à souffler fort. Dans le train arrière des papayes de McLaren avec un taureau néerlandais qui arrive très. C'est vrai. On a Squeezie qui est très bien positionné aussi pour prendre le pas sur le championnat de Formule 1. C'est son sport maintenant à Squeezie. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. D'ailleurs, s'il veut venir dans l'émission. Hein. Il est le bienvenu. Absolument pas. Lucas, il regardera, il applaudira. Bon les amis, avant de commencer, très important, nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify. Ça serait hyper sympa pour vous de vous abonner. Suivez nos aventures toutes les semaines et ça sort, c'est chaud. Cliquez, comme on dit. Alors première partie, donc voilà, PSG, plus grand club français. Aujourd'hui, la domination du PSG est nationale, aujourd'hui aussi européenne. On a affaire aussi au plus grand club du monde aujourd'hui. La domination aujourd'hui est sans partage. Aujourd'hui, on a affaire à un PSG qui est tout puissant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le club référence du foot français ? Bon, je pense que c'est une question qui est... On a la réponse, mais Franck, comment tu pourrais te positionner par rapport à ça ? Aujourd'hui, c'est compliqué de dire le contraire. Ils sont auréolés du titre suprême européen qu'ils attendaient depuis presque 15 ans. Ils surdominent la Ligue 1 depuis 15 ans aussi.
Donc c'est compliqué de dire que c'est pas le club référent. Après il y a beaucoup de paramètres. On parle pas que de domination sportive. On parle aussi de domination économique et dans les instances. Enfin c'est un club qui au niveau même de l'image médiatique, Exactement. la couverture médiatique du PSG aujourd'hui est colossale. Puis un petit rappel statistique, de 2013 à 2025, le PSG n'a pas été champion de France que 2 fois. Une fois en 2017, une fois en 2021. Monaco puis Lille. Sinon, en fait, le PSG domine le foot français de la tête et des épaules. C'est ça, donc déjà d'un point sportif. Et puis, quand on voit aujourd'hui le poids de Nasser El Khelaifi dans les instances françaises et même européennes, voire mondiales. Oui, le PSG aujourd'hui est une super puissance. C'est une super puissance. Omar, est-ce qu'on a déjà vu aussi fort en France ? Est-ce que c'est pas une domination qui est sans précédent ? Et je te pose la question à toi, supporter lyonnais. Alors, aussi fort sur la pelouse, non, je pense qu'on n'a pas vu aussi fort, puisque de toute façon, même mon cher Olympique Lyonnais n'a pas réussi à aller gagner une Coupe d'Europe, ça c'est factuel. Est-ce qu'on a vu une telle domination ? On l'a vu. On l'a vu avec l'Olympique Lyonnais qui terminait avec 12 points d'avance, même plus, au cœur des années 2000. Là, ce qu'on n'a jamais vu avec ce Paris Saint-Germain, c'est une telle domination financière, surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport, vous me pardonnerez, j'ai pas mon rapport mathématique parce que mon bac S est assez loin. Mais le PSG aujourd'hui a un écart financier budgétaire avec son dauphin marseillais de plus de 600 millions d'euros. À l'époque, à sa grande domination, l'OL, c'est 110 millions d'euros. Et son dauphin, Marseille, c'est 70 millions d'euros. C'est pas un même football. On est sur un football qui est totalement différent aujourd'hui. Enfin, ce qu'aujourd'hui. Certes, c'est totalement différent, mais je veux dire, le rapport de force financière, on est obligé de le prendre en considération aujourd'hui, sans dénigrer ce que fait le PSG. Ouais, il est de 1 à 5 aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est énorme. Quelque chose qui est forcément à prendre en compte quand on parle aujourd'hui du PSG sur la scène nationale. Moi, j'ai un discours à la fois national et à la fois international sur le PSG. C'est-à-dire que sur le plan national, je les regarde. Ok, bravo, vous faites ce que vous avez à faire. Sur la scène internationale, on est obligé, et comme Franck, j'ai l'impression, n'a pas encore desserré les dents, moi non plus, mais bravo à eux pour ce titre il y a quelques mois. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Tariq, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Je pense mais de manière assez évidente, que la domination du PSG sur ne serait-ce que la Ligue 1, c'est du jamais vu en France. Il y a des pays qui connaissent ça, hein, je pense à l'Allemagne, etc. Mais c'est du jamais vu en France, même à l'époque du Grand Olympique Lyonnais. J'ai souvenir, je parle sous le contrôle d'Omar, qu'ils ont fait une seule fois le doublé championnat Coupe de France, Lyon, il me semble. 2008. Oui, c'était en fin de domination, c'était en 2008. Ouais, alors que le finale de Coupe de la Ligue en 2007, je crois, contre Bordeaux. Et alors que le PSG l'a fait à répétition depuis que les Qataris sont arrivés, c'est 8 Coupes de France le PSG. Donc en fait, ils dominent tout, mais absolument tout, sans partage. Maintenant, ce qui n'était pas le cas au début, ils prennent même les meilleurs joueurs français. C'était pas le cas au début, maintenant en fait, ils ont tout. Même leur centre de formation, je me rappelle au début, ils sortaient personne. Maintenant, si vous avez tous les meilleurs joueurs de l'Île-de-France qui vont au PSG, ils contrôlent les instances, impact médiatique phénoménal, marketing. On va en reparler, je pense, mais au niveau international, c'est du jamais vu. Les maillots du PSG sont quasiment des pièces de collection. Non, on n'a jamais vu ça. Non, mais ce qu'ils ont fait sur un point économique, c'est que le PSG, quand les Qataris arrivent en 2012, sur la scène internationale, Paris, c'est personne. C'est vraiment personne. Aujourd'hui, il me semble que c'est en termes de vente de maillots, de goodies, enfin de tout ce qui est vente additionnelle. Je crois que c'est le 3e derrière. Alors il me semble que c'est le Real et Manchester qui sont encore devant. Et le PSG arrive 3e. Ils ouvrent des magasins à New York, à Los Angeles. Enfin et tu vas dans le monde entier, tu trouves un gamin, même un jeune, avec un maillot du PSG ou un truc du PSG. Il y a même des maillots de basket du PSG. C'est qu'on a la collab avec Jordan, comme tu disais. Avec Jordan, on a des joueurs de NBA aujourd'hui qui mettent des tenues du PSG, des tenues avec un branding PSG. Exactement. Et sur ça, là, le travail qu'ils ont fait ces 10 dernières années, sur ça, il est phénoménal. J'ai pas souvenir d'un club qui, il y a 15 ans, n'était quasiment rien et qui aujourd'hui
est un top club européen économiquement. On a vraiment l'impression aujourd'hui que le PSG a remplacé toutes les rivalités historiques qu'il pouvait y avoir en France. On avait le OM-OL dans les années 2010, Bordeaux-OM années 80, on en a eu d'autres, même PSG-OM dans les années 90. Est-ce qu'aujourd'hui, Omar, d'après toi, on a plus un duel France contre Paris, ou bien on a vraiment une absence de duel où en gros on a Paris qui se positionne par rapport au cadre européen? En fait, aujourd'hui, Paris n'a pas d'égal en France et est totalement déconnecté, tant sur le plan sportif que sur le plan médiatique, mais restons sur le plan sportif pour l'instant. Sur le plan sportif, je pense que malgré tout, la rivalité, elle existe toujours. Et je pense qu'on a pu le voir il y a quelques semaines, que même ça, les Parisiens ont quand même été piqués de la défaite au Vélodrome. Et que pour les Marseillais, en toute logique, le rendez-vous contre Paris est un gros match. Ce qui n'occulte pas non plus d'autres rivalités nationales, avec forcément le derby Lyon-Saint-Etienne, les derbys du Nord également. On peut citer éventuellement même un petit Rennes-Nantes où il y a une petite rivalité comme qui est assez forte, ou le derby de la Côte d'Azur. Les rivalités franco-françaises, elles existeront toujours, et même avec Paris. Parce que Paris, malgré tout, même la domination, elle existe. Même avec la domination, la rivalité va exister. Par contre, oui, effectivement, sur le plan international, oui, le PSG est tellement au-dessus du reste que ça peut paraître un petit peu plus, succinct. On se dit, ouais, forcément, Paris, ils sont, les autres, on les regarde un petit peu de haut. Mais il ne faut pas oublier quand même que les racines du foot, que l'histoire du foot, c'est aussi des rivalités locales, et c'est avant tout des rivalités locales. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré cette surdomination financière du PSG et sportive, elles sont toujours présentes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, une petite question Francky, je vais revenir vers toi, est-ce qu'aujourd'hui le PSG s'inscrit dans les grandes épopées françaises, dans les grandes équipes françaises, à la manière de Saint-Etienne, de l'OM, de Lyon, où vraiment on a rompu avec cette tradition, cette mémoire collective, dans la mesure où le PSG est tellement au-dessus? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Non, mais pour revenir juste sur les rivalités, je reviens un peu sur les rivalités du PSG. Aujourd'hui, si on regarde bien, le PSG alors il y a toujours cette rivalité avec l'OM qui est un peu historique, qui, je pense, tend à s'effacer, tant l'écart entre les deux clubs est monstrueux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le PSG s'est créé des nouvelles rivalités en Europe, par exemple avec le Barça. L'épisode de la remontada où Nasser n'a pas accepté cette remontada, où l'été d'après il est parti chercher Neymar. À Barcelone, ça a créé un sentiment aussi de ils sont capables de nous prendre notre futur meilleur joueur. Et en fait, il y a une rivalité maintenant depuis 2017 entre le Barça et le PSG. Alors, je dirais pas que c'est un classique ou c'est un truc. Il n'y a pas ce sel, cet ancrage territorial, mais il y a quand même ce petit truc là où, même avec le Real, le PSG Real, il y a toujours un truc où il y a quand même, c'est autre chose qu'un PSG Liverpool ou un PSG Bayern. Il y a un sel un peu spécial. Puis aujourd'hui, le PSG fait partie. Pas au niveau du Real ou du Barça, d'un point de vue mythique, d'un point de vue institutionnel, mais en termes sportifs, aujourd'hui, le PSG n'a rien à envier à ces équipes-là. Tariq, qu'est-ce que tu en penses? Mais je suis totalement d'accord. Ce que soulevait Omar, et il a raison, c'est qu'il y aura toujours des rivalités régionales, géographiques, mais d'un point de vue purement sportif, la rivalité entre guillemets OM-PSG, elle existe parce qu'il y a les supporters qui accordent de l'importance. Mais la réalité, c'est... En fait, la vraie rivalité en Ligue 1, c'est OM-OL, Et le PSG aujourd'hui, leurs rivaux, je suis d'accord totalement avec Franck, c'est les grandes équipes européennes, et notamment le Real et le Barça, je suis totalement d'accord, où il y a un parfum un peu particulier, ça sent un peu le soufre avant le match, voilà. Mais le PSG, en fait, c'est un club européen, c'est plus trop... il est trop grand pour la Ligue 1. Ouais. Omar, est-ce que tu dirais qu'il y a une déconnexion totale avec la réalité du foot français aujourd'hui? Alors ouais, je voudrais juste ajouter un petit truc au débat, si vous me permettez. Je t'en prie. Quand tu parlais, est-ce que le PSG aujourd'hui a créé le même souvenir que le Saint-Etienne, que Lyon, un truc comme ça? Il faut aussi prendre une chose en considération, et c'est un débat qu'on a fait en amont il y a quelques semaines, c'est qu'aujourd'hui le PSG, il est visible par tout le monde. C'est-à-dire que
pour créer cette espèce de mythe. Saint-Étienne, Marseille, même Lyon un peu aussi, c'était des équipes que c'était les seuls qu'on voyait en fait. Aujourd'hui, le PSG, forcément, il y a je pense sur l'impact sur la population, il va être totalement différent. Je pense qu'il va être beaucoup plus sur les jeunes de par tous les aspects mode qui ont été mentionnés par Tariq et Franck. Et tout tout ce marketing qui a été créé, mais sur l'impact culturel, je ne sais pas s'il aura le même impact sur Saint-Étienne que Marseille, que un peu Bordeaux ou Lyon a pu l'avoir. Francky. Ouais, mais Omar, là où je te rejoins pas, je sais pas trop, parce que il y a un paramètre aussi qu'on a oublié de mentionner sur les épopées, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit l'OM, que ce soit Lyon. C'était sur des chaînes gratuites et en fait on pouvait le voir, et donc il y avait aussi ce truc là, c'était ce rendez-vous que les gens attendaient, et en fait ces clubs là à leur époque respective représentaient quelque part aussi la France, et c'était un moment où il n'y avait pas ce supporterisme là. Ah ouais, donc, je suis totalement d'accord. Voilà, les gars, je suis pas d'accord, c'est un peu réducteur quand même. Non, parce qu'aujourd'hui le PSG n'est visible que sur des chaînes payantes. Donc si t'as pas Canal, si t'as pas beIN, tu peux pas regarder le PSG. Alors aujourd'hui il y a les réseaux qui permettent de compenser, de voir les buts, mais les matchs sont que sur des chaînes payantes. Et donc je pense que au niveau de la mémoire collective, je ne sais pas, on aura l'impact que dans quelques années, mais je ne sais pas. Moi je dirais plutôt non. Moi je suis pas d'accord. On parlait de lignée, d'héritage, etc. Je pense que OL-OM c'était un peu pareil, c'est-à-dire, alors la différence comme c'est que l'OM a gagné, mais c'était clivant. À l'époque où l'OM gagne Ligue des Champions, pour ceux qui savent pas, il y avait beaucoup de clubs français qui étaient très forts à l'époque. La Ligue 1 elle est forte. Monaco ils sont forts, le PSG ils sont forts, ils vont gagner la coupe des vainqueurs de coupe, la C2. Auxerre, Lens, Nantes quand ils gagnent le championnat de Ligue 1, ils font demi-finale de Ligue des Champions. Hein. Monaco aussi. Et ils perdent contre la Juve de Deschamps sous produit dopant. Enfin, c'était pas les mêmes formats en 87. Je suis d'accord, mais à l'époque la Ligue 1 en général elle est forte. Mais oui. Et où tu voulais en venir? Et donc il y avait des gens qui étaient pas fans de l'OM. À l'époque de Saint-Étienne, c'est le seul club qui brille en France. On est nul, même l'équipe de France à l'époque est nulle. Et le PSG, alors l'équipe de France est forte, mais c'est devenu, je trouve, le club national. C'est-à-dire que tous les jeunes, ils sont pour le PSG. Je suis pas d'accord. Tous les jeunes, ils sont pour le PSG. Je suis pas d'accord avec ça, parce que aujourd'hui, le clubisme, en fait, depuis 98, la France, c'est devenu petit à petit un pays de foot. Là où avant, on avait des gens qui, par exemple, étaient pour Monaco, mais si Marseille ou si Paris faisait un bon parcours, étaient derrière le club français, aujourd'hui, ça, tu le retrouves de moins en moins. Oui. Aujourd'hui, moi, en tant que supporter de l'OM, si Monaco va en demi-finale de Ligue des Champions, au mieux, je m'en fous. Au pire, je ne regarde même pas. Tu vois, moi, que Monaco, alors si Lyon ou Paris, évidemment, gagne une Coupe d'Europe, ça me fait quelque chose parce que c'est nos rivaux. Mais que si, par exemple, Lille gagne une Coupe d'Europe, ou Strasbourg gagne la Conférence de Ligue, ou un club autre, moi, ça va. Je m'en fous complètement. Je ne serais pas forcément pour ce club français-là, en fait. Mais Paris, pour le coup, est quand même un symbole. Aujourd'hui, Paris. Mais c'est juste le club le plus supporté en France aujourd'hui, c'est tout. On habite à Poitiers, et quand Paris a gagné la Ligue des Champions, il y avait des klaxons dans la rue jusqu'à 5h du matin. Ça, aujourd'hui, c'est aussi un. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient en vacances et qui sont sortis. Mais par contre, je pense pas. En fait, je ne pense pas que l'amour pour le PSG en France, il soit si puissant que ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un club à la mode. Et ils ont mérité d'être à la mode, il n'y a pas de souci là-dessus, je dis même pas ça, mais je dis même pas ça négativement. Donc forcément, les jeunes s'attachent à ce club. Mais regarde, quand le Real gagne, tu vois plein de maillots. Quand le Barça recommence à briller, tu as vu le nombre de maillots que tu vois aussi dans la rue du Barça, de Lamine Yamal, des trucs comme ça. Moi, j'en vois plein. Je suis à Nantes, ville de foot, avec un ancrage quand même du FC Nantes assez puissant. Des maillots, j'en vois. Et malgré tout, tu peux, certes, c'est supporté, mais je ne pense pas que ce soit le club de la France. En fait, c'est le plus fort, il n'y a aucun souci là-dessus, mais est-ce que c'est le club de la France? Je ne pense pas, parce que moi, je rejoins Franck là-dessus. Je pense qu'à Marseille, ils n'en ont rien à foutre. Je pense qu'à Lyon, ils s'en foutent. Ouais, mais là, tu prends des espèces de poches à Marseille ou à Lyon, mais d'un point de vue, au niveau national, pour moi, il y a
aucun débat. Enfin, aujourd'hui, Paris, c'est la France. Et la France est Paris. Mais pas du tout. T'as vu les célébrations? Pas du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Marseille en 93, ça célèbre pas en dehors de Marseille. Hein. Là, c'était des scènes de liesse dans toute la France. J'ai cru qu'on avait gagné la Coupe du Monde de football. C'était des vraies scènes de liesse ou c'était des jeunes qui sortaient en fait? C'était des. Ouais, non, mais c'est même leurs pas darons, ils sortent avec eux. Ah, mais Francky, toi qui fréquentes. C'est pas le même impact. C'est pas le même impact. La Ligue des Champions n'a pas le même impact en 2025 qu'en 93. Francky, je suis désolé. Toi qui fréquentes des jeunes garçons. Ouais, ta gueule. Toi, dans tes équipes, les jeunes que tu manages aujourd'hui, est-ce qu'ils sont pas tous pour Paris? Ils sont en grande partie. Alors, ceux qui supportent un club français, ils sont pour Paris. Ça, c'est vrai. Mais ils sont pas tous pour Paris. Ils sont, comme je disais la semaine dernière, ils sont pour Paris, ils sont pour le Real, ils sont pour City, ils sont pour Barcelone. Voilà. Mais pas que le PSG. Ils sont pas que pour le PSG, pardon. Ouais, Omar, petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, le PSG symbolise la renaissance du foot français? Parce que bon, le foot français a quand même été grand dans les années 90 au niveau des clubs. Il y a quand même eu un gros passage à vide sur les années 2010. 2000, hein. 2000, on avait quand même, on avait Lyon qui était un cadre européen. Enfin, ça faisait partie quand même. Des outsiders. Des outsiders. C'était un club sur qui il fallait compter. On a eu dans les années 2010 une espèce de gros passage à vide où on était soit pas considéré, soit moqué, parce que Paris 2010, à chaque fois c'est le club qui choque, c'est le club qui n'arrive pas au bout. Paris revient en finale en 2020, sur une coupe qui n'a pas trop de valeur, mais quand même. Omar, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, Paris symbolise la renaissance du foot français? Non. Pour moi, c'est une équipe... ma deuxième question de ton brief, c'est une équipe à part. C'est une équipe qui est trop loin pour être comparée avec tous les autres clubs français. Ce qui fera renaître le foot français, entre guillemets, de clubs, c'est quand Marseille sera peut-être régulièrement entre les 8e et les quarts de Ligue des Champions, que Lyon ou Monaco pourront être en 8e ou en quart de Ligue des Champions régulièrement. Ou gagner une Europa League, tout simplement. Les gars, moi je suis totalement en désaccord avec vous. Honnêtement, moi je suis totalement en désaccord avec vous. Mais aujourd'hui, en plus, le foot français, si tu englobes le foot français ensemble, c'est quand même un foot qui a augmenté de niveau, depuis 2014, qui est quand même une sélection respectée aujourd'hui. Je pense qu'il est dans le top 3-4 mondial. Cette renaissance du foot français de club, en fait, c'est trop compliqué parce que il y a un tel écart que tu peux pas en fait mettre le PSG dans le foot français. Il est, comme disait Tariq, il est trop grand pour le foot français, le PSG. Tariq, comment tu t'inscris par rapport à... Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, je suis d'accord. Il est trop grand pour le foot français, mais je trouve quand même que ça reste le symbole d'une renaissance dans le sens où déjà il y a des joueurs français. Ouais. Un ballon d'or français, quoi qu'on pense ce ballon d'or, on en a déjà parlé dans une émission qui ne sortira jamais, mais donc Dembélé, avec des joueurs français, Désiré Doué, Barcola, etc. Donc je trouve que ça marque quand même un renouveau français. Après, c'est l'avenir qui nous le dira, parce que l'OM 93, ça a en partie donné France 98. C'était Deschamps d'ailleurs qui le disait lorsqu'il a soulevé la Coupe du Monde. Et donc on verra si ça donnera la même chose. Mais je pense que ça y participe. Et même l'OM et tout, si l'OM aujourd'hui est meilleur, on verra ce que ça donnera cette saison, mais c'est aussi parce qu'il y a le PSG. Donc non, je pense que ça participe d'un renouveau. Ça, je suis d'accord, pour l'OM. Il y avait Omar qui voulait rapidement... Ouais. Un élément que je voulais mentionner, que j'ai dans les petites notes et que je voulais mentionner, il y a une chose qui est importante avec ce PSG-là, par contre, ce qui va un peu me contredire, c'est que le PSG aujourd'hui, Tariq me fait bien de le mentionner, il y a des joueurs français. Il y a des joueurs qui font partie de l'équipe de France, et il y a des joueurs, je pense, qui sont aimés du public français, notamment Ousmane Dembélé, qui a toujours été quand même une cote de popularité assez élevée. Et je pense par contre que ce PSG, avec un petit drapeau français, peut un peu plus marquer les gens et le public français qu'un PSG star, tu vois, le PSG des stars, comme ça a pu l'être avant. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Okay. Francky, petite question. Est-ce que pour toi, le PSG est le plus grand club français parce qu'il a tout gagné et parce qu'il gagne tout, ou bien c'est parce qu'il a tout changé ? Et est-ce que déjà tu penses, on en parlera un peu plus tard, de la définition de la grandeur et ce qu'on considère comme un grand club, mais comment tu te positionnes avant la transition sur la deuxième partie ? En toute objectivité, avec cette Champions League, le PSG est le plus grand club français. Faut pas se mentir. L'impact qu'il a sur... l'impact médiatique qu'il a, sportivement, il surdomine, comme je disais, la Ligue 1, champion d'Europe. Et enfin, le PSG, c'est un club qui a 55 ans.
Il a 55 ans, il est pas centenaire comme tous les autres clubs. C'est un club qui est relativement jeune et qui a le plus gros palmarès du football français. Aujourd'hui, ils ont économiquement, c'est le plus gros club. Dans les instances, c'est le plus gros club. Il a le plus grand nombre de supporters en France. Oui, on est obligé de dire que, bien sûr, que le PSG aujourd'hui est le plus grand club français. Oui. Petite question qu'on va évoquer maintenant un peu plus en longueur. On parle de grand club français. Comment aujourd'hui se définit la grandeur d'un club ? Est-ce qu'elle se mesure à son palmarès, à son aura ou à son héritage ? Mais les amis, au-delà des titres, il y a une question d'âme, une question d'héritage, parfois même de culture. Aujourd'hui, comment on peut définir un grand club ? Qu'est-ce qui fait qu'un club est plus grand qu'un autre, si ce n'est au niveau des résultats sportifs ? Omar, est-ce que tu veux commencer ? Oui, je veux bien. Tu as la parole, Omar. Merci, c'est gentil. Pour moi, la grandeur d'un club, elle se définit sur 3 piliers. Les résultats actuels, forcément. Le palmarès, donc les résultats passés. Et également l'impact culturel que peut avoir un club. C'est-à-dire que si tu ne réponds à aucun de ces 3 critères-là, la grandeur d'un club, elle va être limitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que quand tu parles du FC Nantes, c'est un grand club ? Non, c'est un club historique du foot français. Aujourd'hui, Paris a réussi quand même à se créer donc ce souvenir collectif, parce que je pense que ce parcours en Ligue des Champions aura réussi à créer ce parcours collectif. Ils ont un passif, parce que ça reste un club quand même qui a un sacré palmarès avant. C'est un club quand même qui a gagné une Coupe d'Europe. C'était juste avant le Qatar, c'était quand même un des 2 seuls clubs français avec l'OM à avoir gagné une Coupe d'Europe. Donc ils cochent aussi cette case-là. Donc tu penses que ça parachève la légende du PSG ? Ouais, voilà. Pour moi, le PSG aujourd'hui réunit tous les critères du grand club. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun débat à se poser une question à se poser sur la grandeur du PSG et sa stature au sein des plus gros clubs européens. Ouais. Francky, toi, comment tu définirais la grandeur d'un club ? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, pour définir ? Non, mais je rajouterai rien à ce qu'a dit Omar. Il a complètement raison. Et il faut se souvenir quand même que avant 2011 et l'arrivée des Qataris, le PSG avait quand même à la base une fanbase qui était la plus importante en France avec l'OM. Donc même avant les Qataris, le PSG était un grand club français, malgré le fait que dans les années 2000, ils soient passés par des moments très compliqués. Mais même dans ces moments compliqués, ils ont gagné je sais pas combien de Coupes de France et de Coupes de la Ligue pendant les années 2000. Ils ont toujours eu... Alors, je pense que à cette époque-là, Lyon et Marseille étaient un peu peut-être devant en termes de popularité, mais le PSG avait déjà gagné une Coupe d'Europe. Le PSG a quand même le Parc des Princes est malgré tout un stade qui est quand même assez mythique. Donc non, il coche toutes les cases. Mais en prenant de la hauteur, est-ce qu'aujourd'hui, Omar a répondu que non, mais on se rend bien compte que les trophées seuls ne suffisent pas à définir la grandeur d'un club. Toi, Tariq, comment tu réagis à ça ? Je dirais qu'en fait, en général, il y a son rayonnement. En fait, les titres jouent un rôle, faut pas se mentir, fondamental là-dedans. Si aujourd'hui tous les jeunes sont pour le PSG, une grande majorité d'entre eux, c'est parce que le PSG c'est le club qui gagne. Si pour notre génération, on est dans les années 90, le club le plus populaire de notre génération c'était l'Olympique Lyonnais, c'est parce que l'Olympique Lyonnais ils gagnaient et ils étaient en Ligue des Champions, ça jouait beaucoup. Donc ça joue, mais dans le rayonnement, je suis d'accord, il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'incarne un club. Il y a des clubs qui sont plus grands que leur titre. Je pense par exemple à Lens, qui n'est pas un grand club en soi, hein. Mais ils incarnent quelque chose, les mineurs de fond dans le Nord, etc., qui fait qu'ils sont plus que les titres qu'ils ont gagnés, en tout cas moi je trouve. Et la longévité, je pense aussi que ça compte. C'est-à-dire combien de temps on est au plus haut niveau. Je pense par exemple du plus grand club européen qui est le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est ceux qui ont le plus gagné, mais c'est aussi ceux qui sont là depuis quasiment 100 ans. Et ils ont combien de titres de Liga ? 35 je crois, un truc comme ça. Je crois même plus que 35. C'est un club qui a dominé son championnat pendant pendant un siècle. 36, ils ont même gagné des Coupes d'Europe avant la Ligue des Champions, la Coupe latine. Donc c'est un club, ils sont là depuis tout le temps. Et je pense que ça joue. On parlait du PSG qui est jeune. Et en fait, en France, pour moi, il n'y a qu'un club qui pourrait concurrencer le PSG en termes de grandeur, c'est l'Olympique de Marseille.
Et l'Olympique de Marseille, pour moi, son seul avantage par rapport au PSG, c'est la longévité. C'est un club qui a plus de 120 ans, qui a été champion de France avant même, qui a un titre de champion de France professionnel, étant champion de France amateur en 29. Donc, je pense que ça joue aussi. Et au fait aussi que une chose, l'OM, par exemple, c'est le club de plusieurs générations. On parlait des jeunes qui sont globalement pour le PSG. Il y a toujours des jeunes qui sont pour l'Olympique de Marseille. Dans notre génération, il y en avait encore. La génération d'avant encore. Le PSG, c'est le club de 2 générations. Ceux qui étaient fans dans les années 90 et qui viennent de Paris, et de la nouvelle génération. Donc de ce point de vue-là, peut-être que le rayonnement de Marseille est encore un peu plus fort que celui du PSG. Il est vrai que Marseille reste unique parce que ça incarne une ville, une région, une culture, pas seulement un palmarès. Absolument. Toi, Franck, comment tu te positionnes par rapport à ça? Toi qui es supporter de Marseille, est-ce que tu es d'accord avec Tariq? Non, oui, bien sûr, je suis d'accord avec Tariq. Tout ce qui a été dit est juste. Et aujourd'hui, on est sur des clubs qui... Alors, Marseille, il est vrai que les jeunes aujourd'hui sont un peu moins pour l'OM. Ils vont être pour l'OM par filiation, parce qu'il y a un père, il y a un oncle, il y a un grand frère qui est pour l'OM. Mais c'est compliqué pour un moins de 20 ans de lui expliquer que ouais, l'OM c'est le plus grand club de France, machin, la ferveur. Tu peux jouer là-dessus parce qu'il y a quand même une identité qui est forte, quelque chose qui est différent des autres clubs en France. Mais si tu habites au fin fond de la Bretagne ou en Auvergne, tu vas pas le ressentir, ça. C'est, je pense, les jeunes qui habitent dans la région marseillaise qui vont avoir cette fibre. La différence de Paris, Paris aujourd'hui c'est le club qui gagne, c'est le club qui est mis en avant, c'est le club des stars, enfin un peu moins, c'est le club qui brille, donc ils vont toucher une plus grande partie de la population. Et aujourd'hui le rayonnement de Paris, alors, est plus important que celui de l'OM, même si je pense que l'OM garde quand même une grande cote de popularité et de rayonnement à travers la France, c'est vrai. Toi, tu fais la distinction entre des supporters marseillais de la région marseillaise et puis des supporters marseillais comme Tariq ou toi. Ouais. Je pense que c'est pas pareil. Je pense que quand tu grandis dans la région marseillaise, c'est limite, c'est une obligation. Je ne vois pas. Alors, je suis allé à l'OM. Je suis allé à Marseille plusieurs fois dans la région. J'ai l'impression que t'as pas le choix en fait que d'être que pour l'OM. À Paris, bon, les petits aujourd'hui vont être pour Paris, mais c'était pas rare il y a 10 ans de voir un petit Parisien qui était pour l'OM, qui était pour Lyon, qui était pour Nantes, voilà. Mais ça dans la région marseillaise, ça n'existe pas parce que c'est tellement, la ville est tellement particulière en France que ça se transmet de génération en génération cette fibre-là. Et oui, je pense que pour ça aussi, c'est pour ça que le club aussi est très apprécié en France. Tu penses que c'est propre à Marseille? Moi, je vois aucun club en France qui a cette identité qui est en France, oui. Omar, qu'est-ce que t'en penses? Lens, peut-être. Un peu, ouais. Peut-être un peu Lens. En termes d'identité, je pense que Lens a une forte identité. Et Saint-Étienne, peut-être aussi. Après, Saint-Étienne, je pense que c'est un club qui, pour le coup, est très, 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 très local. Aujourd'hui, je pense que... Ouais, ça dépasse pas Saint-Étienne. Hein. Ça dépasse pas Saint-Étienne. Aujourd'hui, mais on a tous des tontons dans les clubs... ils ont 60 ans. Et un oncle, il a le cœur vert. Hein, mais il est plus vieux que moi, quoi. Mais du coup, oui, c'est cette génération-là. Mais aujourd'hui, oui, je pense qu'en Ligue 1, tout du moins, après, un club comme Strasbourg a une forte identité aussi. On le mentionne rarement, mais c'est un club qui a aussi... Et après, ça revient aussi à des cultures aussi régionales assez fortes. C'est une question que je vais vous poser à tous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le foot français a perdu un lien entre les clubs et les territoires qui sont en lien avec ces clubs? Omar? En fait, aujourd'hui, j'ai envie de te dire non, parce que quand tu vois le taux de remplissage dans les stades de Ligue 1, il est de plus en plus plein. Ça aussi peut jouer avec aussi ce retour au local, mais alors là, je pars un peu plus loin dans la société, dans la façon dont les choses sont vues aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les stades en Ligue 1, ils sont pleins. J'étais à Beaujoire dimanche, le stade, je pense qu'il va être à 90% plein. Le stade est jaune, ça chante, les gens supportent leur club. Donc non, je pense que localement, les gens supportent. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a deux équipes. C'est-à-dire que le mec qui va aller en latéral à Toulouse ou peut-être dans un autre club, ça ne veut pas forcément dire que c'est son club préféré. Il aime son club, mais il peut aussi avoir un autre club qui peut, par exemple, être le PSG ou l'OM. Moi, j'ai des potes, par exemple, ils sont de Metz. Les mecs, ils sont
je pense qu'ils ont le cœur rouge grenat. Par contre, à côté de ça, il y a l'OL qui est très, 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 très important. J'espère qu'ils m'écouteront et je les salue. Footix. Je pense que supporter deux clubs, ça. Deux clubs dans un même pays, ça je comprends pas. On fera un débat un jour là-dessus. Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Enfin, on en parlera un jour. On fera un débat vraiment dessus. C'est pas grave du tout. Ouais, enfin si c'est deux clubs qui jouent dans le même championnat, je trouve ça grave. Moi, par exemple, bon là, je suis pour l'OM, mais dans les divisions inférieures, moi j'ai joué un peu au Chamois-Niortais. Bah, j'ai suivi toujours, mais parce qu'ils étaient en Ligue 2, parce que je sais aujourd'hui, tu peux y jouer aussi au Chamois-Niortais maintenant là. Ouais, tout le monde peut y jouer. Ouais. On rappelle qu'ils ont été rétrogradés en R1 aujourd'hui, donc ouais. R2. Ils ont disparu. Triste fin pour un grand club, peut-être le plus grand club de la région. Du Poitou, tout Charente, bah oui. Du Charente, ouais, parce que on n'a pas trop de concurrents. Là, les Chamois-Niortais, c'est le Real Madrid du coin. Ouais, c'est vrai. Tariq, si on revient sur le PSG, est-ce qu'aujourd'hui, le PSG est-il plus connu qu'aimé ? Est-ce qu'il est plus suivi qu'aimé ? En fait, forcément, j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le PSG, attention. Mais forcément, tu vas être plus connu que tu vas être aimé, tu vois. Ça, c'est obligatoire. Mais après, t'as raison, et souvent le club le plus aimé d'un pays, c'est aussi le plus détesté. Oui. En Espagne, c'est le cas, enfin partout en fait. Italie, avec la c'est Juve aussi, qui est même détesté dans sa propre ville, mais ça, c'est notre histoire. C'est vrai. On parlait un peu plus tôt de le rayonnement de Paris au niveau marketing, au niveau image. Est-ce qu'aujourd'hui, le foot moderne, selon toi, Omar, valorise plus l'image que l'héritage ? Oui, je vais répondre de manière catégorique. C'est un peu compliqué, c'est un peu un mélange des deux parce que l'image, tu l'acquiers aussi via l'héritage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois, par exemple, les collections que font certains équipementiers sur des clubs un petit peu déclassés, en fait, c'est tout ce marketing qui existe autour, c'est aussi parce qu'on parle de clubs mythiques, de clubs très puissants. Je pense, en tête, j'ai la Juve, par exemple, on vient d'en parler. Après, pour moi, c'est une question un peu difficile à répondre comme ça de manière binaire. Mais je pense que c'est un tout, en fait, pour répondre. C'est des choses qui sont liées l'une à l'autre. Je suis totalement d'accord. En fait, ça va totalement ensemble. Et de toute façon, à la fin, ton rayonnement, c'est aussi de l'image. Hein. Et le PSG, d'ailleurs, on l'a pas trop noté, mais c'est, je pense, le club français qui a le plus grand rayonnement mondial de toute l'histoire du foot français, de très, très, très loin. Bien sûr. Parce qu'il s'appelle Paris. En plus, oui, aussi. Ouais. Bien sûr. Paris, elle est énorme. Ouais, mais ils ont su valoriser la marque au niveau sportif, ça a suivi. Bien sûr. On parle au début. Moi, je sais on voyage tous un peu à gauche, à droite. Moi, quand je vais dans d'autres pays, les maillots les plus représentés, il y a Real Barça, évidemment. Bon, maintenant, il y a Inter Miami, El Nasser, évidemment. Plus Inter Miami. Mais bon. Et très honnêtement, le Paris Saint-Germain arrive en 3e ou en 4e place des maillots que je vois le plus. Et des gens pas du tout français. Mais aujourd'hui, le Paris a réussi à toucher des gens, c'est ça peut-être le plus compliqué, qui n'ont rien à voir avec le football. En fait, des gens lambda, qui ne s'intéressent pas forcément au foot, vont acheter un truc du PSG parce que c'est beau, c'est Jordan, parce que c'est bien emballé, et c'est là où ils ont réussi en fait à toucher pas mal de monde. Donc ils ont remplacé le mythe par le marketing, selon toi ? Ça va ensemble. Ça va ensemble. Alors, je pense qu'il y a toujours eu des vrais supporters du PSG. Comme je disais tout à l'heure. Eux sont toujours là. Par contre, et le mythe, ils l'auront. Par contre, le marketing, oui, a touché les gens lambda, les footix qui aiment bien les maillots, les collectionneurs, ceux qui aiment bien les designs, qui collectionnent tout ça. Oui, ça je pense ça les toucher. On se crée une image, une culture du fait des titres et aussi du fait de l'image que tu crées autour de ces titres ou juste autour de ton image en général. Je sais qu'il y a des équipes aujourd'hui qui ne gagnent pas, qui se créent une espèce d'image rien qu'avec leur compte Instagram, les visuels, etc. On crée une espèce de mythologie autour de ces équipes. Venise avait un peu essayé avec ses maillots, je me rappelle. Ouais, personne n'a regardé les maillots de Venise. Et à la fin, quand tu perds, tu tombes dans les oubliettes. Le Venise, on les connaissait au mois de juillet quand ils sortaient les maillots. Après, c'est ça, exactement. Si Tanner Tessman, parce qu'il vient de Venise, mais sinon on était incapable de citer un joueur de Venise. Voilà. Mais t'as raison, mais regarde par exemple un club comme Manchester United, ça fait 10 ans qu'ils gagnent plus. Et en fait, leur vente de maillots commence à baisser. En fait, ça fait 10 ans qu'ils vivent sur leur mythe, sur leur légende, sur leur passé. Mais à un moment donné, quand tu gagnes plus,
et ben les gens ils vont commencer à se détourner de toi parce qu'en fait sportivement ça suit plus en fait. Donc la grandeur est quand même liée à une question de chiffres, de résultats et de titres. Quand même, à un moment. Bien sûr. Si t'incarnes la défaite. Ouais, mais Lens, c'est un pauvre en 90, c'est un titre de champion en 98. Depuis Lens, ils sont populaires qu'à Lens. Hein. Voilà. Dans le Nord, dans la région, c'est tout. Hein. Et ils sont sympathiques aux autres. Voilà, c'est quelque chose de beau. Voilà, c'est ça. On n'a pas dit que Lens était un grand club en soi. On dit que c'était un club qui comptait. Pour moi, Lens, c'est un club qui compte. C'est un club important du championnat de France, du foot français, du paysage français. Par contre, c'est pas un grand club. Avec tout le respect que j'ai pour ce club, j'adorerais aller à Bollaert voir un match parce que ça va être génial. Mais c'est pas un grand club. Mais comme par exemple, on peut comparer avec un autre club qui est le LOSC. Est-ce que le LOSC est un grand club ? Moi, absolument pas. Je pense pas, non. Je pense que même dans la région Nord, je pense que Lens a plus d'impact que Lille. De loin. Je sais qu'il y a quand même une culture liée aux mines de charbon, etc. Enfin, qui est quand même très attachée au club de Lens. On a Saint-Etienne aussi, enfin, qui a un symbole pour les ouvriers. Enfin, je sais qu'il y a une espèce de symbolique, de sentiment d'appartenance à la culture que ces clubs représentent. On a Marseille aussi. Enfin, Marseille, c'est un club qui est très considéré à gauche dans l'imaginaire populaire. Oui. Ce qui n'est pas le cas de tous les clubs français. Et étant considéré à gauche dans l'imaginaire populaire, il y a quand même pas mal de gens qui se rattachent à ça. On a De Zerbi, peut-être que c'est de la com, mais De Zerbi, lui, je sais qu'il parle beaucoup de ces sujets, comme quoi alors Marseille, c'est l'opposition. Mais il le dit et ça touche des gens. Dans une région qui vote très très à droite quand même. C'est ça. Oui. Moitié. C'est même une ville. Hein. Il y a quand même des arrondissements FRN. Hein, et d'autres qui sont LFI, c'est un peu. Ouais, mais si demain il y a le coach de Lyon, on va pas tenir le même discours hein, pour des raisons évidentes, Omar. Oh que oui. Je pense qu'il pourrait. On va pas faire une étude des tribunes de l'OL. C'est triste. Non, on va pas faire ça. Non, mais c'est triste. C'est malheureusement triste que l'OL soit gangréné par ce qui se passe ailleurs dans Lyon, mais sinon non, moi je suis à Lyon et il y a tout, c'est très bien. C'est l'identité du club après. C'est ça. C'est dommage. Faut respecter. Et je suis le premier à le regretter, hein. Je vais pas vous dire l'inverse. Moi ça m'emmerde vraiment. Hein. C'est vrai que l'hommage à Charlie Kirk était peut-être de trop à Lyon. Il nous écoute de là-haut. Alors abonne-toi Charlie. N'en profitez pas que je suis à distance pour pas vous entendre. J'entends pas vos messes basses. On a dit l'hommage à Charlie Kirk était peut-être un peu de trop, Omar. Au niveau des Bad Guns. Bon, on va arrêter le débat avant de trop déraper et on va passer à la partie historique. Alors, je vous ai demandé de préparer un petit sujet sur une équipe de Ligue 1, sur une période donnée qui vous a marqué. On va commencer avec Francky. Francky, quelle équipe de Ligue 1 historiquement t'a marqué ? Évidemment, l'OM de Bielsa. Le vrai football. Le football total. Alors, le football total aura duré peut-être 3-4 mois. Mais c'est la période où j'ai été vraiment le plus excité en regardant les matchs de l'OM. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu devenir coach, pardon. Et aujourd'hui encore, je suis de très loin ce que fait Bielsa avec l'Uruguay. En fait, moi, quand Bielsa est arrivé à l'OM, bon, j'avais entendu son nom, je savais qu'il avait coaché l'Argentine, je savais qu'il avait fait de bonnes choses sur une saison avec l'Athletic Bilbao. On sortait quand même d'une saison avec Eli Boep et José Anigo. rien que d'en parler, ça me fait rire. Et là, il nous ramène Bielsa, machin et tout. Le mec, il arrive avec un système de jeu jamais vu. 3-3-3-1. Je dis, qu'est-ce qu'il fait d'un machin et tout. Et là, tu regardes les premiers matchs. C'est un peu compliqué, les premiers matchs. Et dès que ça se met en place, ça va dans tous les sens. Tu vois des mecs qui font des pressings sur tout le terrain, des courses de 70 mètres, aller, retour. Benjamin Mendy qui devient un arrière-gauche plus fort que Roberto Carlos. Gignac qui enchaîne les buts. Djadjedje. Djadjedje qui devient Dani Alves. Romao qui devient très fort. Imbula qui jouait tout seul au milieu de terrain. On lui dit, mais on se dit, mais c'est le futur de l'équipe de France. Payet qui marche sur l'eau. Enfin, c'était incroyable jusqu'au mois de décembre. Après, bon, la deuxième partie de saison est un peu s'essouffle un peu, ouais. Alors il y a un essoufflement, il y a en fin de saison, ils réussissent quand même à accrocher une Coupe d'Europe,
Il faut savoir que quand même, on finit champion d'automne. Ouais. On finit premier. Je me souviens de matchs contre les Girondins de Bordeaux où ça part dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment beau à voir. Et vraiment, ce coach-là, vraiment, je pense. Alors, moi, il m'a marqué, mais je pense qu'il a marqué toute une génération de supporters marseillais. Ouais. Mais également, je suis convaincu. Quand Bielsa arrive en Ligue 1, tout le monde le voit comme un ovni. Je m'en rappelle les débats sur RMC où Courbis le trouve fantasque, machin et tout. C'est le coup de la glacière, comme ouais, sur la machin glacière et tout. Enfin, les coachs français là qui se serrent un peu les coudes là, qui voilà, ils le voient comme un ovni. Ouais, il fait n'importe quoi, gna gna gna, on comprend pas ce qu'il fait. Il y a eu un avant et un après Bielsa. Je pense que Bielsa a changé pas mal de mentalité de coach français. Et de vision de comment aborder les matchs, comment aborder le football. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y en a qui se sont dit « Ah, peut-être que... alors, on va pas tout prendre, mais il y a quand même des choses à prendre chez lui. » Donc, Bielsa, 2014-2015, meilleur coach du 21e siècle de toute la Ligue 1. C'est vrai que moi, Bielsa, je prends un rapide petit souvenir, parce que bon, c'est le coach aussi, moi, que j'aurais choisi si j'avais dû choisir. Moi, j'habitais en Angleterre à cette époque et je sais que je ne ratais pas un match de Marseille. Je ne suis pas supporter de Marseille. Moi, j'ai de la sympathie pour ce club comme pour d'autres clubs. Mais je ne ratais pas un match de l'OM. J'étais fanatique et ça m'est arrivé rarement dans ma vie, mais je pense que c'est un coach qui a changé ma vision du foot. Sur comment aborder les matchs, tout ce qui est lié aux injustices, tout ce qui est vraiment le fait de mettre du cœur dans les matchs, la tactique, l'intensité à mettre, l'attaque de folie. Et vraiment, pour moi, c'était un coach qui a été déterminant, pour moi, dans ma vision du foot. Je sais que je le suivais déjà. Moi, c'était en 2012 en Espagne. Ouais, avec Bilbao. Quand il coachait Bilbao, il avait fait une finale de coupe et une finale d'Europa League. Bon, perdu toutes les deux 3-0 contre le Barça et l'Atlético Madrid. Bon, c'est l'histoire de sa carrière. C'est ça. Il pouvait rien faire. Enfin, il avait Messi d'un côté, Falcao de l'autre. Il pouvait rien faire. Je me rappelle notamment d'un match, un 2-2 Bilbao-Barcelone, qui était un récital de football. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était exceptionnel. C'était l'un des plus beaux matchs que j'ai vu toute ma vie. Guardiola face à Bielsa. C'était légendaire. Donc pour moi, bien sûr, mais il faut savoir que Guardiola, quand il dit c'est quoi tes inspirations, en premier il cite Bielsa. Ouais. Donc c'est pas pour rien. Donc non, grand monsieur. Marcelo Bielsa, 14-15 pour Francky. Tariq, est-ce que tu veux poursuivre ? Bon, on va rester sur l'Olympique de Marseille, donc on va rester dans le thème. Alors moi, c'est plus ancien, c'est l'enfance, c'est les 2 saisons 2007-2008 et 2008-2009, c'est l'OM de Guéretz. Et du grand Pape Diouf aussi, petite pensée à Feu Pape Diouf. Et à son âme. Ouais, très très grand président. C'est un duo moi qui m'a marqué, j'étais petit, j'avais 2007, j'ai 14 ans. Donc c'est un duo qui a été important dans l'histoire de l'OM. C'est aussi une histoire d'accent, soit dit en passant. Parce que Guéretz avait un énorme accent belge et Pape Diouf, évidemment, petit accent sénégalais. Vous connaissez, petit bien sûr. Guéretz, il arrive en saison, en plus je me rappelle, ils sont 19e, il n'y a rien qui va, etc. Inconnu total, mais j'avais jamais entendu parler de ce type. Vieille photo de lui avec les cheveux longs des années 80, là, aucune dégaine. Et il arrive, en plus, premier match c'est à Liverpool, à Anfield, et c'est le but de Valbuena, absolument. Sorti nulle part. L'équipe avait quand même des bons joueurs, il y avait Taiwo, Bonnard, Kana, Bolo Zenden, Karim Ziani, Wilson Oroma, etc. Il y avait encore Cissé, Niang, Nasri devant. Et l'OM est 19e, ils remontent tout le championnat, ils finissent 3e à la dernière journée. Devant Nancy, je crois. Non, quoi ? Je crois que devant Nancy. Nancy était 3e. Ouais, mais si Franck il dit, faut le croire. C'est fort possible. Faut me croire. Et ils arrachent la 3e place la dernière journée, 4-3 contre Strasbourg. Score qui dit un peu tout, parce que Guéretz, c'était pas autant que Bielsa, loin de là. Mais c'était quand même un entraîneur offensif pour l'époque et tout. Ça jouait bien. D'ailleurs, Nasri part après. Et 2008-2009, c'est l'année où pour moi, on aurait dû être champion de France. En tout cas, cette équipe, je l'ai aimée, mais terriblement. Il n'arrivait plus Nasri, mais il y avait Victorino Hilton qui arrive. T'as une bonne défense, t'as Sivelli, t'as Brandao qui arrive en milieu de saison. Du Shakhtar. Ouais, mais il n'arrive pas dès le début, il arrive en milieu de saison. T'as Ben Arfa qui arrive cette saison-là, qui sera encore là avec Deschamps après, mais il arrive avec Guéretz. C'est pas très bien passé entre les deux d'ailleurs, mais bon, ça c'est notre histoire. L'histoire de sa vie. Oui, ça s'est pas bien passé avec beaucoup de coachs pour Ben Arfa, mais c'était une équipe que j'aimais beaucoup. Guéret, je l'aimais énormément. Et d'ailleurs, il devait prolonger à la base et il avait mal pris une sortie médiatique de l'ancien actionnaire Robert Louis Dreyfus.
Et il avait Paix à refusé. son âme. Ouais, également. Il avait refusé de prolonger. Et c'était vraiment, je me rappelle très bien, sa dernière conférence de presse. La dernière question du journaliste, c'est est-ce que vous regrettez ? Et il a la gorge nouée et dans un souffle, il lâche oui et il part. Et voilà, ça résume un peu l'histoire entre Guéret et l'OM. C'était un OM que j'ai aimé énormément. C'est un OM qui a quand même marqué énormément de personnes, parce que bon, c'est l'OM de la Ligue des Champions sur TF1. Ouais. Donc ça a quand même, enfin, le maillot neuf, le maillot avec le sponsor neuf, avec des beaux buts, des belles équipes. Et puis l'année d'après, on est champion et c'est aussi grâce à eux. Ouais. Parce que Deschamps, et je parlerai pas du nom du président qui avait pris la suite de Pape Diouf, mais ils lui doivent tout. Ouais. Chroniqueur sur CNews, qu'on ne savait rien pas, du tout, rien du tout. évidemment. C'était aussi un OM assez charismatique, je trouve, avec deux personnes. Alors, vous connaissez mon amour pour l'OM, hein, mais que ça soit Guéret ou Pape Diouf, c'était des gens extrêmement charismatiques, donc forcément des gens qui marquent. Et droit. Moi je me rappelle, il gagne contre Lyon 1-0, un truc comme ça, et après le match il dit ouais, je sais pas comment on a gagné, on méritait absolument pas de gagner, Lyon était bien meilleur que nous. Ouais. Comme souvent. D'ailleurs en 2008-9 si on n'est pas champion, c'est à cause de Lyon, parce qu'on perd 3-1 contre Lyon, et si on gagnait on À la était champion de 36e France. journée. Alors que Pape Diouf parlait des dernières gesticulations lyonnaises et on était venu gagner 3-1 chez vous. Il me semble que Benzema et Juninho mettent des buts ce jour-là. Enfin, c'est vraiment le dernier, gémissement de l'Olympique Lyonnais. Ils nous avaient fait très mal ce jour-là. Oui. Oui. Un lion ne dort jamais. En parlant de l'Olympique Lyonnais, transition toute trouvée, Omar, de quelle équipe souhaites-tu nous parler ? Eh bien, moi, je vais vous parler de deux équipes. Alors, j'aurais pu parler du Barça entre 2008 et 2011, ou même l'année dernière, qui m'a fortement marqué, ou de l'Olympique Lyonnais 2014-2015, avec sa bande de gones qui a été jouer le titre jusqu'à chatouiller le nez du grand Zlatan. Mais moi, je vais vous parler de l'Olympique Lyonnais en 2004 et 2006. À l'été 2004, l'OL est triple champion de France, après un duel âpre et serré contre Monaco, finaliste de la Ligue des Champions. À l'été 2004, c'est Chris Abidal, Pierre-Alain Fro, Sylvain Wiltord et le prodige Bernard Nilmar qui rejoignent, entre autres, Juninho, Coupé, Sidney Govou, Michael Essien, Mamadou Diarra, Florent Malouda qui étaient déjà présents dans la capitale des Gaules. Dans le sens inverse, Peguelo Yindoula, qui ne manquera pas de faire une petite pique à l'Olympique Lyonnais au moment de son départ pour l'OM, Jovan Elbert, qui quitte l'Olympique Lyonnais, ainsi que Eric Carrière et Edmilson qui rejoignent Lens et le Barça. On a encore un effectif taillé pour aller gagner une Ligue 1 et brillant LDC. Le premier trophée est d'ailleurs acquis à partir du 31 juillet à Cannes, lors du Trophée des Champions contre Paris, 7 tirs-au-but à 6. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Trophée des Champions à l'époque, c'était joué avant le début de la saison, une toute autre époque. Déjà, on savait que le Trophée des Champions existait. La suite en Ligue 1 est de bonne facture. Après un début un petit peu timide, 5 points en 3 matchs, l'OL déroule. 6 victoires sur 9, dont un derby incroyable à Geoffroy Guichard pour les retrouver contre Saint-Etienne en Ligue 1 avec une victoire dans les derniers instants. L'OL prend la tête du championnat à 11e journée, ne la rendra plus. La première défaite, elle intervient d'ailleurs qu'à la 22e journée au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq, ouvert au vent, contre le LOSC. Matt Moussilou. Exactement. On perdra d'ailleurs 2 autres matchs à Caen et à domicile contre Paris. Ce qui n'empêchera pas l'OL de s'assurer un 4e titre consécutif, le premier 2005 après un nul, 2 buts partout contre Nice. 12 points. C'est ce qui séparera d'ailleurs l'Olympique Lyonnais de son dauphin lillois en fin de saison. Les coupes nationales, elles ne sont pas très brillantes. Une élimination 16e de la FEU Coupe de la Ligue contre le LOSC et une élimination plus reluisante au tir au but face à Clermont en 8e de finale de la Coupe de France. Par contre, en Coupe d'Europe, c'est tout autre. L'Olympique Lyonnais est chapeau 2 et hérite de United, du Sparta Prague et de Fenerbahçe. 4 victoires, 1 nul, une défaite. Un nul à Géant contre United, une défaite à Old Trafford, rien d'infamant. L'Olympique Lyonnais sort de premier de poule et tombe contre le Werder Brême. Une formalité. 3-0 à l'aller. Je vous invite à aller revoir le magnifique coup franc de Juninho dans la lucarne de Tim Wiese. Et au retour, c'est un équarrissage pour faire un petit clin d'œil à notre spécialiste national du football allemand, Paulo Breitner, qui j'espère un jour écoutera nos podcasts. 7-2 à Gerland. Quart de finale s'annonce ouvert face aux Néerlandais du PSV Eindhoven. Un PSV, cela dit, composé de joueurs de très très haut niveau. Gomez dans les buts, Alex en défense, Philippe Cocu, Van Bommel au milieu. On ne parle pas de n'importe quoi. Et devant Park Ji-sung, Jefferson Farfan, et j'espère que vous vous en rappelez, l'immense Jan Vennegoor of Esselink, légende du football néerlandais.
L'OL ouvre le score 2 fois, à l'aller comme au retour, par un Flo Malouda et Nino Wiltord, mais se fait rejoindre. C'est alors qu'un moment marquant, un des plus grands moments tragiques de l'histoire de l'Olympique Lyonnais s'écrit avec une défaite au tir au but et surtout ce pénalty non sifflé sur Nilmar qui aurait sans doute changé la face de cette double confrontation. L'Olympique Lyonnais s'arrêtera là et ira échouer, alors que le PSV ira échouer face au Grand Milan, qui nous offrira ensuite une finale légendaire à Istanbul contre Liverpool. Plus de Dombrosini de la tête, je me rappelle. Milan PSV. Surtout Jerzy Dudek ensuite à Milan, à Istanbul pour arrêter les pénaltys. C'était d'ailleurs des pénaltys arrêtés depuis les 6 mètres. Ouais. Depuis les 6 mètres. Il prenait beaucoup de place devant la cage, effectivement. Peu importe. Cette élimination est faite. L'Olympique Lyonnais est déterminé à passer ses satanés quarts de finale de Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Le mercato d'été est mouvementé avec le Caessien. Le Ghanéen rejoint finalement Chelsea. Et dans l'autre sens, c'est Thiago qui arrive. Le Portugais et sa patte droite soyeuse. Benoît Pedretti, Sylvain Monsoro, John Carew et surtout Fred rejoignent l'Olympique Lyonnais. John Carew d'ailleurs s'illustrera très vite dès le Trophée des Champions avec un triplé lors d'une victoire 4-1 face à la JOCR. Je salue mon ami Antoine, j'espère qu'il écoutera ce podcast, supporter de la JOCR. En championnat, l'OL connaîtra sa première défaite à la 19e journée contre une vieille connaissance, le LOSC, une nouvelle fois à Gerland cette fois. Le titre, le 5e consécutif, un record, sera acquis au Parc des Princes après un nul et sera célébré lors d'un mythique derby bariolé et une victoire 4-0 face à des Stéphanois dépassés d'entrée. A-t-on déjà vu plus humiliant que de se prendre 4-0 à l'extérieur face à son pire rival, qui plus est avec la tête bariolée en rouge et bleu. Coupe nationale, l'OL cédera face à l'OM, je l'accorde à mes amis autour de cette table, et au tir au but à la Beaujoire face au FC Nantes en Coupe de la Ligue. Mais c'est en LDC que l'OL est attendu cette année-là. Phase de poule, c'est une formalité. 4 victoires en 4 matchs pour commencer, dont un 3-0, qui aurait pu être un 4-0, après un penalty raté de Juninho face aux Galactiques du Real Madrid qui ne savent pas où ils habitent. Le seul accro, ça sera un nul au Bernabéu, avec une égalisation par une formidable talonnade de John Carew. Je vous invite à aller revoir. En huitième, c'est le PSV qui arrive. Une victoire 1-0 aux Pays-Bas et ensuite une démonstration 4-0 avec un flip-flap célèbre de Fred. Le quart, Milan. Ce match contre Milan, c'est une douleur qui est encore ouverte chez moi. Le Milan à l'époque, c'est Kaka, c'est Pirlo, c'est Sidor, c'est Shevchenko. 0-0 à l'aller, sans Juninho, suspendu. Au retour, c'est Thiago qui sera suspendu. Une absence assez préjudiciable. L'OL répond à Inzaghi par Mamadou Diarra. Nous jouons alors la 88e minute. La demi-finale semble arriver, enfin. Et non. Eric Abidal se manque, laisse Shevchenko frapper, poteau gauche, poteau droit, ou poteau droit, poteau gauche plutôt. Le ballon revient sur ce diable Pipo Inzaghi, 2-1. C'est ce même Shevchenko qui ira parachever ce tragique soir d'avril 2006, 3 minutes plus tard, avec une erreur de François Clerc, qui donnera le but à Andrei Shevchenko. L'OL n'aura jamais été aussi proche de passer ce fameux cap. Ce soir-là, ce n'est pas la fin des espoirs lyonnais, mais c'est aussi la fin d'une époque. En 2007, en 2008, en 2009, l'Olympique Lyonnais ne passera pas les 8e. En 2010, certes, l'Olympique Lyonnais atteindra les demi en éliminant le Real Madrid, puis Bordeaux, pour s'incliner face au Bayern, mais la dynamique du club n'est plus la même. Jamais l'OL n'avait paru aussi fort, aussi dominant. On parlait d'une époque où une équipe qui était dans le top 5 européen, qui était crainte en Europe, qui était respectée par l'Europe, et qui finalement n'aura pas réussi à aller plus loin d'écart. Le Milan, cette année, en 2006, s'inclinera face au Barça en demi, qui lui a gagné une seconde Ligue des Champions au Stade de France contre Arsenal. Pourquoi j'ai choisi ces équipes ? Tout simplement parce que pour moi, ce sont 2 saisons assez similaires dans le noyau de joueurs, à part Michael Essien, peut-être en défense. Mais sinon, on est sur donc 2 équipes qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Cette équipe, elle m'a marqué, puisque j'avais entre 11 et 13 ans, j'étais un petit, j'étais au collège, la cour de récré à l'époque, elle était divisée entre Lyonnais, Monégasques, Parisiens et Marseillais. Nous, les Lyonnais, on bombait le torse. C'est aussi une équipe mythique, puisque pour moi, en fait, l'Olympique Lyonnais, à l'époque, je le voyais pas. Je le suivais à la radio avec les voix d'Edouard Gère, Jeannot Ségué, Jean Baumel, sur RMC. Moi, voir l'OL à la télé à l'époque, c'était voir l'OL briller, voir l'OL en pleine gloire. C'est aussi des moments forts, marquants avec mes parents. C'est aussi
des souvenirs assez fous avec cette séance de tir au but, écoutée depuis ma voiture depuis le fin fond de l'Angleterre. C'est aussi une équipe qui m'a fait pleurer. Je pense que c'est la dernière équipe qui m'a fait pleurer, cet Olympique Lyonnais, après justement le but de Shevchenko. Quand j'ai monté les escaliers pour aller me coucher, j'étais inconsolable. C'est, je pense, l'équipe que j'ai le plus aimée de ma vie, qui fait aussi que j'aime toujours autant l'Olympique Lyonnais et que je l'aimerai pour toujours. Merci Omar. Omar n'a jamais fait une telle déclaration à sa femme, je préfère vous le dire. Je lui ai dit une fois que je sais plus ce que je lui avais dit, mais en gros que le seul truc pour toujours c'était les clubs de foot. Eh oui. C'est bien vrai ça. Merci beaucoup Omar. Très belle déclaration. Très belle. Ça va, c'était pas trop long. Ok, merci beaucoup. Donc on va parachever donc cette super émission par un tout petit quiz. Excusez-moi. Par un petit quiz. Je les ai tous chamboulés avec mon coup de cœur. C'était tellement émouvant. C'était tellement long aussi. T'en avais des choses à dire, hein. Par un petit quiz. Alors, travaillé, hein. J'ai vu. On va commencer par un petit vrai ou faux pour Omar. Est-ce vrai ou faux, Zidane a déjà été élu meilleur joueur UNFP? Je dirais faux. Faux. Et c'était vrai en 1996 avec Bordeaux. Francky, combien de joueurs africains ont figuré parmi le top 3 des meilleurs joueurs UNFP? Je dirais 4. 4, ok. Et c'était 3. On a Drogba qui fait premier en 2004, Essien premier en 2005 et Belanda deuxième en 2012. Il n'y a pas Georges Weah? Il n'y a pas Georges Weah. C'est une folie ça. Le joueur des Girondins de Bordeaux s'est engagé en politique aux côtés de Jean Lassalle. Quoi? Ça existe vraiment ça? En 2010. Le Bordelais qui est avec Jean Lassalle, il doit être bien. Aux élections régionales ça doit être de 2010. Planus, ça. Franchement, non, tu vas tomber deux. Vous avez tombé deux. Allez-y les autres. Marouane Chamakh. Ah oui, si, je l'ai vu. Marouane Chamakh s'est engagé aux côtés de Jean Lassalle en 2010 aux élections régionales. Ils ont une même passion, je dirais pas laquelle. C'est ça. C'est pas le football. Francky, vrai ou faux, Messi en 2012 sur l'année civile a plus marqué que le Paris Saint-Germain, vrai ou faux? Oui, ça doit être vrai ça. C'est vrai, le Paris Saint-Germain a marqué 90 buts face aux 91 buts de Messi. Tariq, vrai ou faux, Bouffal a plus marqué de buts que Messi en 2021-2022 en Ligue 1? Ça doit être vrai. C'est vrai, 8 buts pour Bouffal, 6 buts pour Messi dans ce duel au sommet. Très fort Bouffal qui aurait dû obtenir un penalty en demi-finale de Coupe du Monde. C'est vrai. Bouffal qu'on embrasse. Petite question pour finir et parachever ce quiz. Combien de meilleurs buteurs de Ligue 1 différents pouvez-vous me citer depuis 90? Différents. 6. 8. 8 Ah non, j'aurais pas plus que 8, je pense pas. Omar? 8, je pense que j'aurais eu. Utilisé en disant 9 et en cité 4, donc Franck, je te laisse. Non, plus que 4. Tu peux avoir des couilles si tu veux. Hein. Plus que 4 facile, mais. C'est bien ce niveau-là pour moi, je te remercie, mais t'as dit quoi, 8, Franck? Ouais, 8, ouais. 8, 9, c'est chaud. 90, je m'arrête à 90. Ah, non, je vais pas en avoir. Ah, avant, ça compte pas, avant 90? Avant 90, ça compte pas. Non, je vais pas en avoir. Francky, je te laisse. Ok, Ousmane Dembélé. Ouais. Mbappé. Oui. Cavani. Ouais. Zlatan. Ouais. Paoletta. Oui. Nyang. Oui. Shabani Nonda. Il est pas, si? Oui, si, tout à fait. En 2003, tout à fait. 26 buts pour Shabani Nonda. Ouais. Ça vaut 2, ça. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, il me semble que Guy Varche. Guy
Guy Varch, tout Oui, à fait. 98. Guy Varch, tout à fait. Merci en 97 et 98, on avait du La Jean-Pierre casette aussi. Hein. Il y avait la Casette, on avait du Jean-Pierre Papin, on Benzema. avait du George KF, on avait du Benzema. Patrice Loco, on avait du Sylvain Wiltord, on avait du Sonny Anderson, Ouais. on avait du Djibril Cissé à 2 reprises, Putain, si c'est vrai. on avait du Alexander Frey et on avait du Paoletta en 2007 avec 15 Il buts. a dit Paoletta. J'ai dit Pauletta. Avec 15 buts. Oui, Ouais, 15 buts, Voilà, c'est j'en le ai- plus bas je peux score. en citer 10. 15 buts, on a Harry Kane qui fait pareil en 2 semaines. Après, en Allemagne, ça compte pas une inflation de buts. C'est vrai, Il le faisait en première ligue, hein, cela dit. débat qu'on aura On va un pas parler autre de Tottenham. jour. Je vous remercie les amis, c'était une super émission. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous, vous. c'est bien. Un truc, pour un premier quiz, je me suis fait quand même totalement enfler et je demande réparation. Bon, faites le taire là, allez, C'est on n'en peut plus. c'est pour ta chronique, ça, Omar, tu le payes. Merci beaucoup les amis. Allez, au revoir. Allez, Allez, ciao. salut.